Vous l'aurez noté, le mot d'ordre, ça a été cité par l'un d'entre nous, le mot d'ordre de cette rentrée, de la première rentrée de Jean-Michel Blanquer, ça a été l'école de la confiance. Moi je perçois d'ailleurs chez nous, je crois qu'il faut, les regards vont se décider d'eux-mêmes si vous voulez, mais enfin je crois qu'il faut mettre en garde les gens. Je dirais même que je trouve que Daniel est un peu généreux avec Blanquer, ou un peu optimiste, en disant on jugera sur acte. Moi je suis à peu près certain qu'il n'y a strictement rien à attendre de bon de ce ministre. Ce slogan, l'école de la confiance, d'abord est choisi, tu l'as rappelé Daniel, par un homme qui est tout sauf neuf. Ce slogan qui est choisi par le ministre, n'oublions pas qu'il l'est donc par un ministre qui est dans un gouvernement qui est la pure synthèse du système UMPS que nous dénonçons déjà depuis très longtemps. Ce slogan s'applique par ailleurs, et dérisoire je dirais, par rapport à une école qui se porte si mal, dont on a pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Donc si vous voulez, moi pour ma part, ce slogan, l'école de la confiance, je le trouve vraiment tout sauf rassurant. Constitue-t-il un appel à nous laisser endormir par les belles déclarations du ministre? Belles déclarations, on l'a dit, qui consistent souvent dans la reprise, confinant d'ailleurs souvent à l'imposture, de ce que nous-mêmes nous proposons, et qui, de surcroît, on l'a dit aussi, va à l'encontre des aspirations profondes d'une majorité de Français. On perçoit la stratégie démagogique. Si vous voulez, moi j'en prends le pari, tout cela, et je vais en donner peut-être quelques raisons, tout cela restera justement au stade de belles déclarations et ne trouvera dans la réalité aucune traduction, ou quasiment aucune. Nous n'accordons donc de ce fait, bien sûr, à Jean-Michel Blanquer aucun blanc-seing, et nous ne lui faisons que très peu de confiance. Je crois que ce à quoi il faut s'attendre, c'est qu'au contraire, il perpétue, peu ou prou, la politique scolaire qui a été menée depuis 40 ans, et qui a conduit donc notre école dans la situation dans laquelle elle se trouve. Car d'une part, il est et demeurera à la merci des lobbies syndicaux. D'autre part, il continuera à co-gérer ce ministère avec les pédagogistes dont les oreilles ont dû siffler aujourd'hui, qui continuent d'hanter les couloirs de la rue de Grenelle et qui verrouillent l'administration centrale. Je fais un tout petit rappel historique. Jean-Michel Blanquer a donc affirmé qu'il instaurerait, ce que nous réclamons à corps et à cri, c'est l'une de nos propositions phares, parce que beaucoup de choses commencent par là, la méthode syllabique, à l'exclusif de tout autre. Il y a un précédent historique. Gilles de Robien, en 2005, avait pareillement déclaré qu'il instaurerait la méthode syllabique à l'exclusif de tout autre. Eh bien, il n'y a eu aucune traduction dans les actes, pour la bonne et simple raison, et que je ne l'ai pas évoquée parce qu'elle est un peu plus secrète, mais vous vous doutez, ceux qui sont membres du Front National savent que ça existe, que nous avons un cercle au sein du Front National, les Horaces, qui rassemblent les hauts fonctionnaires du Front, qui, eux, évidemment, ont besoin du plus strict anonymat, à l'exception de leur président Jean Messia. Bon, j'ai passé une partie d'après-midi avec l'un des membres des Horaces, discrètement dans un café parisien, à évoquer comment nous ferions si nous devions arriver aux responsabilités. On a particulièrement passé assez longtemps à diagnostiquer les raisons pour lesquelles la déclaration de Robien, qui était une déclaration sincère, je crois, n'avait trouvé aucune traduction dans les faits. Il m'a appris, parce que je connais assez peu, voire très peu, le fonctionnement d'un ministère, il m'a appris particulièrement que le cabinet du ministre, qui est souvent pléthorique, eh bien, en quelque sorte, divertit le ministre, quand finalement, ceux qui véritablement prennent les mesures qui, elles, sont suivies des faits, ou au contraire les freinent, c'est donc l'administration centrale. Voilà. Bon, par ailleurs, on en a peu parlé aujourd'hui, mais c'est un point tout à fait fondamental que, conférence après conférence, je souligne souvent, enfin très souvent, c'est que ce ministre va rester... Alors je vais vous le dire autrement. On parle de nos souverainetés, des différents pans de notre souveraineté, monétaire, territoriale, législative, économique, mais il ne faut pas oublier que le problème est rigoureusement identique en ce qui concerne la souveraineté de nos politiques scolaires. En effet, en matière de réforme et de politique scolaire, nous sommes également largement inféodés
à des directives réitérées, parce que le protocole de Lisbonne, c'est effectivement l'an 2000 et ça remonte, mais maintenu, perpétué, qui inspire les réformes et dont nos gouvernements, nos ministres successifs, eh bien, sont ceux qui appliquent servilement ces directives. Bon, qu'attendre d'un ministre qui, à n'en pas douter, chacun en est convaincu ici, va demeurer inféodé à ces directives qui, pour être plus concret, eh bien, particulièrement impose le marché de la connaissance, c'était un des grands thèmes du protocole de Lisbonne, qui instaure le socle commun de connaissances et de compétences qui, ça peut faire illusion, est, malgré les apparences, l'exact inverse de l'enseignement des fondamentaux, et qui par ailleurs, oriente, renforce l'idée de l'autonomie, de la nécessaire autonomie croissante des autonomies, tout ça, des établissements, excusez-moi. Tout ça, au contraire, est propre à inhiber totalement une réforme et à faire que les belles déclarations ne trouvent pas de traduction dans les actes. Dans ce contexte, comment pourrions-nous alors faire confiance, puisque le mot d'ordre est donc l'école de la confiance? Comment pourrions-nous attendre des enseignants, des familles et des élèves qu'elles retrouvent confiance dans l'institution? Nous serons bien sûr, au contraire, d'une vigilance extrême face à une situation qui se profile et qui nous projette dans une configuration beaucoup plus retorse que celle que nous avons connue avec la ministre précédente, qui était d'un seul bloc, qui était la bêtise et l'idéologie tout à la fois à front de taureau, pour reprendre cette belle expression, et dont on savait où elle nous menait. Là, les choses sont beaucoup plus retorses, mais donc cela, évidemment, aiguisera d'autant plus notre vigilance. La confiance des Français dans l'école ne reviendra en réalité qu'à l'issue du grand plan de sauvetage dont elle a un si urgent besoin. L'école ne sera l'école de la confiance d'abord que lorsqu'elle sera à nouveau l'école de l'égalité, dont Pierre, de l'égalité républicaine, qui est l'exact contraire de l'égalitarisme, dont Pierre a si excellemment parlé tout à l'heure. L'école ne sera l'école de la confiance que lorsqu'elle sera l'école de la réalisation de soi pour chaque élève, ce qui suppose effectivement une claire différenciation des voies, une sélection, nous le préconisons depuis 2012, la possibilité d'une orientation positive dès l'âge de 14 ans vers la voie professionnelle qu'il faut impérativement effectivement revaloriser, qui ne doit plus, comme l'a dit Marc, être une filière où est vif le sentiment de la relégation sociale. Il faut par ailleurs que l'école soit l'école de la fierté individuelle, donc je viens de le dire, que les enfants qui sont dans la voie professionnelle soient fiers d'être dans cette voie et trouvent un sens à ce qu'ils font, mais aussi de la fierté collective qui est la fierté nationale. Par ailleurs, l'école ne sera l'école de la confiance que lorsqu'elle sera l'école de l'assimilation républicaine. Il importe en effet, c'est l'une des fonctions majeures de notre école qu'elle ne remplit pas. On l'a vu à la défaveur des actes de terrorisme dont un certain nombre d'auteurs étaient passés par l'école de la République, ce qui est évidemment triste à pleurer. Eh bien, l'école doit évidemment assimiler tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, à la nation. Enfin, l'école ne sera l'école de la confiance que lorsqu'elle sera l'école de la sérénité, ce qui suppose bien entendu que la culture de l'excuse, à laquelle tous les enseignants sont confrontés, qui déroute la possibilité même de la sanction bien souvent, eh bien cesse et que soit rétablie à la fois et doublement l'autorité, parce que la véritable autorité dépend de l'accomplissement par les enseignants de leur fonction, qui est la transmission du savoir. Dernier point, l'école ne sera l'école de la confiance, bien sûr, que lorsqu'elle sera, pour le dire en un mot, l'école redevenue, parce que notre système scolaire était, il n'y a pas si longtemps encore, une quarantaine, une cinquantaine d'années, l'un des meilleurs au monde, et bien lorsque l'école sera redevenue l'école de l'excellence. Et ce n'est donc certes pas, comme Blanquer au fond s'y dispose, en renonçant à la réforme, on l'a dit aussi, au privilège des initiatives locales, on a également parlé du piège de l'autonomie, qu'on permettra à l'école de redevenir tout cela. En réalité, seule, au contraire, une volonté politique sans faille, qui se caractérisera justement par la volonté d'insuffler, d'impulser une réforme radicale, eh bien, permettra, en appliquant les bonnes solutions
et donc en mettant en œuvre une réforme, que l'école redevienne tout cela. Voilà donc tout ce à quoi nous œuvrons, tout notre travail qui consiste à préparer cette réforme. C'est pourquoi effectivement ces 100 propositions sont aujourd'hui un point de départ pour le travail de fond qu'il nous faut à présent conduire. Et c'est pourquoi, plus que jamais, nous plaçons dans Marine Le Pen l'espoir d'un redressement de notre système, parce que nous savons que c'est Marine qui sera en mesure, lorsque parvenue aux responsabilités, elle présidera à la destinée de notre pays, eh bien, de mettre en œuvre ce grand plan de redressement et de sauvetage de notre système scolaire. Je crois qu'on va devoir quitter les lieux, parce que le collectif n'est pas riche, donc il risque d'avoir une surtaxe.